Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers amis auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer cette discussion sur le libre arbitre que nous avons défini hier dans une perspective cartésienne, à partir du traité des passions de Descartes, un texte du XVIIe siècle donc. Mais la question est évidemment beaucoup plus ancienne. Si vous voulez, on peut ramener cette discussion sur le libre arbitre au moins à saint Augustin, qui faisait référence pour expliquer le péché originel. L'homme a été créé libre d'accepter ou de refuser, de dire oui ou de dire non. Eh bien, c'est parce que l'homme a été créé libre qu'il a fait usage de sa liberté, et comme vous le savez, un mauvais usage selon la doctrine chrétienne, puisqu'il a choisi de céder à la tentation. On trouve bien quelques philosophes, théologiens au Moyen-Âge pour tenter de critiquer ce concept de libre arbitre. J'ai évoqué hier la figure de Buridan, le fabuliste, théologien et fabuliste, et sa parabole de l'âne, mais ces théologiens critiques du libre arbitre sont relativement peu nombreux. Ils sont tout à fait marginaux dans l'histoire de la philosophie. Et Descartes est un continuateur de saint Augustin sur ce point. Il défend la théorie du libre arbitre avec des arguments nouveaux, non plus à partir d'une représentation chrétienne du monde, mais comme j'ai essayé de vous l'expliquer dans le précédent podcast, à partir d'une conception mécaniste du monde. Descartes justifie le libre arbitre en physicien, et c'est là son originalité. On peut lui rendre hommage pour cette création de concepts philosophiques. La volonté, disait-il, est d'autant plus libre qu'elle est forte des raisons qui la motivent. Et cette force, comme nous l'avons dit hier, elle l'exerce contre ces forces du corps qui s'exercent sur l'âme au moyen ou par l'intermédiaire de la glande pinéale, l'épiphyse pour le dire en termes médicaux modernes, qui était, dans la théorie de Descartes, l'interface par laquelle l'âme agit sur le corps et le corps agit sur l'âme. Bien, une telle théorie est très loin de convaincre Spinoza. Spinoza a immédiatement ironisé, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, contre Descartes sur cette question, en considérant que Descartes n'a finalement rien démontré dans cette théorie que l'habileté supérieure de son intelligence. En quoi consiste la critique de Spinoza ? Eh bien, Spinoza ne fait rien d'autre que radicaliser le raisonnement de Descartes en montrant que si la volonté se détermine elle-même par des raisons, il est possible de remonter cette chaîne de raisons. Et lorsqu'on s'efforce de la remonter, on n'en trouve plus la fin. C'est-à-dire qu'au fond, nous ne trouvons pas la raison première par laquelle la volonté se détermine. Nous pouvons certainement trouver des raisons par lesquelles la volonté se détermine et par lesquelles elle affirme ainsi sa liberté contre les forces du corps, contre les désirs sensibles, les désirs charnels par exemple. Mais nous ne savons pas, avec certitude, si les raisons que la volonté invoque sont premières. Nous ne savons pas si elles ne sont pas déterminées par des causes antérieures. Spinoza dira donc que la liberté telle que Descartes la conçoit
ne consiste que dans l'ignorance des causes qui nous déterminent. Voilà la formule de Spinoza qu'il faut retenir. Et pour la commenter, je dirais qu'il ne faut pas confondre, j'insiste, l'incertitude quant aux raisons qui pourraient motiver les raisons que nous affichons consciemment. Il ne faut pas confondre cette ignorance des raisons profondes et peut-être inconscientes qui nous déterminent avec une indétermination fondamentale, avec une indétermination foncière de la volonté. Alors, vous voyez que Spinoza radicalise l'argumentaire de Descartes dans la mesure où c'est un rationaliste intégral. Pour lui, rien ne se produit sans cause, ni dans la nature, ni dans l'ordre des phénomènes psychiques, des pensées ou des raisons qui nous viennent à l'esprit. Tout se passe à peu près avec ce concept cartésien de liberté, comme si une pierre, en tombant, disait qu'elle est libre de tomber. Eh bien, lorsqu'une pierre, si elle pouvait parler, si une pierre disait qu'elle est libre de tomber, elle n'exprimerait en réalité que l'ignorance de la cause qui la détermine à tomber, c'est-à-dire, en l'occurrence, la gravité. Ce n'est pas parce que j'expérimente, parce que je ressens des raisons que ma volonté peut opposer à la force du corps, à la force des passions sensibles, charnelles, que je peux en conclure que j'ai prouvé la liberté. Je peux tout simplement être déterminé par des raisons inconscientes, par des raisons que j'ignore. De la même manière, un ivrogne qui dirait qu'il est libre de boire ne prouve rien d'autre que l'ignorance des causes qui le déterminent. Donc Descartes n'a rien prouvé dans sa démonstration que, je disais, l'habileté supérieure de son intelligence. Pour ironiser avec Spinoza, il n'a rien démontré que la force de sa volonté. Et on peut se demander si tous les critiques du libre arbitre qui viendront dans les siècles suivants, je pense à Schopenhauer, à Nietzsche, à Freud et à Marx, on peut se demander si tous ces auteurs ne sont pas les héritiers du rationalisme intégral de Spinoza, dans la mesure où ils se sont tous efforcés de montrer que lorsque nous délibérons, les jeux, en quelque sorte, sont déjà faits. Schopenhauer ne cessera de montrer, lui aussi avec beaucoup d'ironie, comment la raison ne fait que maquiller les caprices du vouloir vivre. Nietzsche s'efforcera lui aussi de montrer dans son style particulier que le corps est la grande raison qui détermine notre volonté. Marx, vous le savez, s'est attaché à démontrer que la conscience des hommes est déterminée par leur être social, qu'il y a donc des raisons socio-économiques, historiques, qui déterminent la conscience des hommes, c'est-à-dire leur représentation du monde et ce qu'ils veulent pour eux dans cette vie. Quant à Freud, vous le savez, il s'est attaché à démontrer l'hypothèse de l'inconscient, c'est-à-dire qu'il a argumenté l'idée selon laquelle nos représentations conscientes sont déterminées par-devers elles par des représentations inconscientes, des représentations que nous ignorons et qui peuvent nous rendre malades. Eh bien, chers auditeurs, j'espère que cette capsule aura été utile à vous permettre de saisir un petit peu mieux l'enjeu du débat sur le libre arbitre. Le libre arbitre existe-t-il ou n'est-il qu'une illusion ? Vous voyez deux positions très claires entre ceux qui le défendent, de Saint-Augustin à Descartes, et ceux qui le critiquent. J'ai cité Buridan la dernière fois, j'ai surtout développé l'argumentaire de Spinoza aujourd'hui et j'ai évoqué aussi en même temps les argumentaires de Schopenhauer, de Nietzsche, de Freud et de Marx. Cela vous donne une vision à la fois théorique et historique sur ce problème du libre arbitre. Je vous retrouve pour en dire un petit peu plus, pour aller encore un petit peu plus loin sur cette question qui est fondamentale et qui est passionnante, la semaine prochaine. Et je vous souhaite une belle journée pour aujourd'hui.